Donc, qui parle, qui je suis, je pense que ça va se lire tout au long de l'entretien et des diverses questions que vous posez. Donc, je partirai d'un point particulier. Je dirais que je suis un rêve incarné. Je suis le rêve d'une petite fille qui était empêchée d'aller à l'école parce qu'elle était une petite fille, par son père. Et cette petite fille, à 8-10 ans, a rêvé, a décidé, a rêvé qu'un jour elle aurait une fille blonde avec des yeux bleus qui ferait tout ce qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle était une petite fille. Et c'est moi, et je m'appelle Reine, ce qui ne gâche rien dans l'histoire. Donc j'ai été conçue pour ne pas subir les assignations. Donc je ne peux pas trop en parler. Je suis une petite fille, mais conçue pour ne pas l'être, pour pouvoir faire tout ce que je n'aurais pas pu faire étant une fille. Donc je ne me suis jamais considérée comme une femme, sauf dans les privilèges qui pouvaient m'être donnés parce que j'étais femme. Et j'ai, à partir de là, construit ma vie en faisant des études supérieures, en ayant, dans le cadre de mon travail, des positions toujours à côté de ce qu'on pourrait attendre. Et j'ai été dotée donc des outils de l'inversion. Alors, pas vraiment une inversion binaire, mais par exemple, quand j'étais petite, alors j'ai un frère d'ailleurs, et quand nous étions petits, ma mère s'amusait beaucoup à nous déguiser, lui en fille, avec une poupée dans les bras, et moi en garçon, avec une automobile. Alors, il y a des photos, elle faisait des photos après de ces travestissements. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et ça veut dire, dans ce que j'ai pu reconstruire après, le jour où j'ai pu analyser tout ça, donc pendant très longtemps, je n'ai absolument pas été consciente de quelconque oppression ou assignation qui pouvait peser sur les femmes. Ce qui a fait de moi ce que j'ai défini après comme une femme exceptionnelle. Donc ces femmes qui font que la lutte des femmes ne peut pas fonctionner, puisqu'il y en a qui ne sont pas assignées. Et donc le syndrome de la femme exceptionnelle, je l'ai vécu longtemps, de manière très heureuse d'ailleurs, et très légère, et que ma vie était vraiment très bien. Et donc j'ai compris très tardivement qu'il y avait quand même un problème dans tout ça. Et que le fait d'avoir été ça pouvait avoir contribué à l'exploitation des femmes, puisque j'ai jamais travaillé en collectif, je n'ai jamais été militante, je n'ai jamais été féministe. Juste, je l'ai toujours été, mais jamais en le disant comme ça. Voilà, on va dire peut-être jusqu'au jour où, en tant que fonctionnaire du ministère de la Culture, j'ai été chargée d'une mission de réflexion sur... alors après, c'est moi qui ai défini, mais la commande qui m'a été faite par un directeur du ministère de la Culture, directeur de la musique, du théâtre, de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, c'était une réflexion qui s'était faite. Il me disait, mais il n'y a qu'une chose insupportable dans mon travail, c'est que quand je vais dans des réunions professionnelles, il n'y a que des hommes autour de la table. Et là, ça, c'est pas possible. Donc il m'a dit, mais tu devrais réfléchir à ça. La commande, elle était que là. Et il me dit, mais d'ailleurs, si tu travailles sur ces questions, il faudrait aussi que tu travailles sur pourquoi nos plateaux sont si blancs. Alors, entre parenthèses, il n'y a pas que les plateaux, je le disais tout à l'heure, il y a aussi les salles, les soirées de vernissage, qui sont blancs. Nous sommes donc entre nous. Et là, on était en 2005. Alors peut-être j'y reviendrai après, parce que je voudrais continuer dans le cadre de la première question à parler de mes privilèges. Non seulement il y a eu ce privilège à la naissance, mais je suis née en 1950,
Donc c'était après la guerre. Alors je dois dire aussi que pour moi, ça ne veut, je dis je suis née en 1950. Je ne considère pas que j'ai un âge. J'ai jamais eu un âge. Je suis toujours adolescente et j'ai toujours du mal à intégrer le monde adulte, qui est le monde de la norme dans lequel je ne suis pas. Voilà. Mais d'être née en 1950, c'est important parce que c'est après la guerre, c'est à la sortie des restrictions. Donc je comprends très longtemps après que les restrictions, ça dure jusqu'en 1949, donc la veille de ma naissance. Je passe le bac en 1968. Quand même, et je commence à travailler après avoir longtemps décidé que je ne voulais pas travailler, parce que ça aussi c'était un système d'oppression, le travail, qui vient du tripalium, qui est l'instrument de torture, quand même. Bon, voilà. Donc je ne voulais pas travailler, mais à un moment ça m'a quand même rattrapé, il fallait bien. Et donc ce que je considère comme mon premier vrai travail, c'est j'entre au ministère de la Culture en 1981. Voilà. Donc je suis toujours dans un moment où je suis là pour changer le monde. Et d'ailleurs, le monde va changer, c'est évident. Je dirais en 68, le monde allait changer. Moi, j'avais un peu d'avance. On me disait que je vivais déjà comme après la Révolution. Mais tout le monde était convaincu que la Révolution allait arriver et qu'on allait vivre dans un monde meilleur. Voilà, donc il y a eu toutes ces étapes-là. Et puis, bon, je vous passe les détails, j'ai eu dans ma vie beaucoup d'étapes extrêmement passionnantes où chaque fois, j'étais là, je considérais qu'en tant que fonctionnaire, puisque je deviens fonctionnaire en 1980 en passant l'agrégation, j'ai une haute opinion de la fonction publique, qui est que comme on est préservé socialement et financièrement, puisqu'on ne peut pas être mis à la porte, sauf... on a un devoir de dire ce qu'on pense et de faire que le monde ressemble un peu plus à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et moi, je considère que ça, c'est la fonction publique qui le doit. Donc en tant que fonctionnaire, je me trouve à plusieurs places tout à fait passionnantes. Un moment à la mairie de Marseille, le seul moment où on invente une vraie politique culturelle qui donne de l'argent aux artistes, qui donne des lieux pour travailler, des lieux pour montrer le travail, de la formation, enfin bon, un grand moment. Donc j'ai eu plusieurs grands moments comme ça dans ma vie. J'ai dirigé l'Institut français de Marrakech, je me suis trouvée en Guyane pour travailler sur la question du multilinguisme. Voilà. Puis mon dernier poste, j'étais directrice régionale des affaires culturelles en Martinique. Il ne faut pas exagérer, c'était pas en Île-de-France, mais bon, en Martinique. Et c'était mieux pour moi d'être là-bas. Donc en 2005, on me propose ce travail et je ne vais peut-être pas m'y étendre trop, mais à partir de là, je dois formaliser un certain nombre de choses, je lis beaucoup de choses. Alors, je suis accompagnée dans ce travail par quelqu'un que je rencontre en 1990. Et en fait, ma prise de conscience, c'est là qu'elle commence. Par quelqu'un qui arrive des États-Unis et qui arrive... Alors, bon, cette rencontre, en fait, c'est le grand amour de ma vie, c'est Nathalie Magnan. Et... Ah, je pensais que je passerais. Donc elle ne comprend pas qui je suis, comment je peux être ce que je suis, parce qu'elle est arrivée en France depuis quelques mois et elle ne retrouve rien de ce qui lui a sauvé la vie, qui a été ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a étudié aux États-Unis, puisqu'elle était aux États-Unis, elle était étudiante, professeure assistante, auprès notamment de Donna Haraway, donc dans ce qu'on appelle là-bas les Cultural Studies, qu'on est incapable de traduire en français, et dans lesquels il y a les études postcoloniales, les études de genre, enfin tous ceux dont aujourd'hui les étudiantes qu'on a entendues tout à l'heure peuvent très bien en parler, mais en 1990, personne en France n'en parlait. Et moi, l'arrivée de Nathalie qui me raconte tout ça, ça m'explique, enfin ça donne un cadre théorique à ce que je suis, à ce que je parle. Et elle, par contre, elle ne comprend pas pourquoi je suis comme ça.
dit, mais comme si j'étais un ovni en France à ce moment-là. Voilà. Donc, très belle rencontre, c'est important d'en parler, parce que quand ces questions deviennent officiellement l'objet de mon travail, c'est vrai qu'elles m'accompagnent beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, pour commencer à travailler sur ces questions, pour lesquelles j'ai aucun outil, moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, je suis rien de tout ça. Donc, comment faire? Alors, déjà, elle me fait lire plein de choses, puis on parle beaucoup, et je commence à construire... D'abord, je commence à déprimer beaucoup. Parce que l'état du monde m'apparaît. Et je n'ai pas d'outils pour faire ça. Donc tous les gens que je rencontre me disent bah, « alors qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Alors je dis ben voilà, je travaille sur cette question. Ah bon, ah mais ça c'est incroyable. Parce que moi, ça fait quand même des années, quand j'ouvre des gens qui dirigent des lieux, je regarde les programmations de saison et je vois qu'il n'y a que des hommes programmés. Mais j'ai jamais pu en parler à personne. Donc ça serait bien qu'on se voit parce que j'ai des choses à dire. Donc je rencontre plein de gens. Donc je lis beaucoup de choses, je rencontre plein de gens. Je me dis, mais comment je fais? Et puis il y avait ces deux questions, celle des hommes et des femmes et celle de la couleur de peau. Et je me dis, bon déjà, sur les hommes, on va commencer par les hommes et les femmes parce qu'au moins on a un outil, on va pouvoir compter. Et là, j'engage des stagiaires et ils se mettent on fait des statistiques sur qui dirige les lieux, qui est programmé. Et là, on a dit après... Alors après ça, j'écris un premier rapport où j'ai les chiffres, mais aussi j'explique les situations. Et enfin, j'essaye de comprendre pourquoi et tout ça, mais c'est que les chiffres, il y a en situation de pouvoir, quel qu'il soit, de direction, de programmation, d'être metteur en scène ou quoi, que je ne me trompe pas, le pourcentage d'hommes est, selon les endroits, les fonctions, entre 60 et 98% d'hommes aux positions de pouvoir. Et donc les femmes, elles sont entre 2 et 40%. 40%, c'était le nombre de directrices de centres chorégraphiques. Depuis, ça a considérablement diminué. Notamment parce que, alors je vais dire des choses violemment, parce que dans les directeurs de centres chorégraphiques, maintenant, il y a des chorégraphes de hip-hop. Alors, il m'arrive de le dire encore plus violemment, il y a des arabes. Alors, il peut pas y avoir, il faut quand même que les hommes blancs, je veux dire blancs au sens, parce que les arabes ils sont blancs aussi, hein, mais les hommes dits blancs, il faut quand même qu'ils aient de la place. Alors si on fait rentrer des arabes, il n'y a plus la place pour les femmes, parce que le quotient de 60% de mecs, il faut quand même qu'ils soient là. Voilà. Bon, donc c'est assez violent de dire des choses comme ça, parce que c'est parler des autres d'une manière, je ne suis pas sûre qu'ils soient d'accord pour qu'on en parle comme ça. Surtout que les arabes, ils peuvent être berbères, et ils ne sont pas arabes, mais voilà. Donc voilà, je commence à compter, donc la déprime, et puis je me mets à écrire quand même. Mes rapports, je conseille vivement de les lire. On va sur Internet, Rennes Pratt, rapport 2005, et puis rapport 2006 et rapport 2009, ça se trouve facilement. Et puis j'essaye de comprendre pourquoi et comment ça se passe comme ça. Et en fait, donc ils sont assez courts, c'est 30 pages chaque fois. Le deuxième, il y a beaucoup d'annexes, et c'est assez rigolo. Parce que par exemple, un danseur me raconte un spectacle où il y a une toute petite danseuse qui fait un porté d'un très grand et très fort danseur sur son épaule. Et alors moi-même, je dis, mais alors comment ça peut se faire, c'est quand même... Et il me dit, mais les forces, ça se gère. Et donc, petit à petit, on déconstruit toute cette absurdité qu'il y a à distinguer les hommes des femmes. Alors moi, j'en suis convaincue que c'est... Mais c'est ce que j'essaye d'écrire à ce moment-là. Donc ce rapport fait l'effet d'une bombe, et là, tout le monde se dit, demain matin, ça va changer. Parce que maintenant qu'on a les chiffres et qu'on est conscient, personne ne veut que cette situation se poursuive. Et puis, à partir de là, j'organise des groupes de travail non mixtes,
Donc je réunis des metteuses en scène. Alors d'ailleurs, la première réunion, c'est à la demande de mes camarades du ministère de la Culture, parce qu'au bout d'un moment, ils me disent, mais non, il n'y a pas de femmes qui dirigent, parce que d'artistes femmes, il n'y en a pas. Je dis, bon, alors je leur sors des listes, je leur en trouve quand même 200. Bon. Et ils me disent, ah ben tu as raison, mais on ne les connaît pas. Eh ben, j'ai dit, faites connaissance. Vous recevez des metteurs en scène, vous pouvez recevoir des metteuses en scène. Ah oui, mais quand même, tu ne voudrais pas nous organiser une réunion? Donc en fait, la première réunion, j'invite des metteuses en scène, des femmes de théâtre plutôt. Et alors là, ils viennent tous. Et à partir de là, je me dis, ben, je vais organiser des réunions non mixtes. Alors il y en a une qui était assez jolie, c'est pas moi qui ai voulu l'organiser, c'était des musiciennes de jazz, et c'est instrumentiste. C'est quelqu'un qui me l'a proposé, j'ai dit bah oui, je veux bien. Et alors il paraît qu'elles ont eu beaucoup de mal, parce qu'alors se retrouver entre femmes, pour parler d'histoire de femmes, ça leur plaisait pas du tout. Je suis d'accord avec elles. Moi-même qui ne me suis jamais reconnue comme femme, j'avais pas envie de me trouver dans des groupes de femmes. Mais bon, elles viennent quand même, elles sont 5 ou 6. Et là, quand elles ressortent, elles sont hyper contentes, elles disent mais je croyais que c'était moi à qui il arrivait toutes ces mésaventures. Je croyais que c'était de ma faute. Mais en fait, elles sont toutes comme moi, mais on ne le savait pas, on ne s'était jamais parlé. Voilà. Donc, il y a aussi, et ce qui est compliqué, c'est ces histoires où comment utiliser des outils dont, a priori, on n'a pas envie de se servir. Parce que les outils eux-mêmes vous renvoient à une condition où on n'a pas envie d'être, une situation où on n'a pas envie d'être. Voilà. Et donc, ce que je disais au début, l'histoire de la femme exceptionnelle, c'est que on s'en sortira jamais, parce que si je fais un deuxième rapport, c'est parce que 3 ans après, je me rends compte que, non seulement, c'est pas que rien n'a changé, l'histoire du nombre de femmes qui disparaissent à la direction des centres chorégraphiques, ça se fait en 3 ans. Tout à l'heure, vous citiez des chiffres, où tout d'un coup, entre 2005 et 2010, enfin, je sais plus les dates, mais, et qu'il y a aujourd'hui moins de femmes programmées dans les expositions qu'il y en a eu à un moment. Donc moi, le progrès, dans lequel je suis née, l'idéologie du progrès, je n'y crois pas. Donc, il n'y a pas de progrès, ça ne se fait pas tout seul. Et acquérir des droits, ça se fait par le combat. Voilà. Les esclaves, on ne les a pas libérés. Ils se sont auto-libérés. Donc, si les femmes veulent ne pas être minorées, parce que pourquoi il y a des hommes et des femmes? Le problème des hommes et des femmes, c'est que la différenciation fonctionne avec une hiérarchisation. Moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait des gens différents. Mais à partir du moment où on reconnaît que des gens sont différents, on crée des hiérarchies entre ces genres de gens. Donc, on est... Mais je suis toujours dans la première question, peut-être je devrais m'arrêter. Voilà, alors ça va me permettre de revenir sur la première question, sur le qui je suis, parce que d'où je parle, bon, on a déjà une première idée avec ce que j'ai dit précédemment. Où je vis, alors aujourd'hui je vis à Marseille. Il se trouve que je suis née à Marseille. Et que, dans un premier temps, je ne voulais pas quitter Marseille. Et puis un jour, j'ai fini par partir. Il se trouve que Nathalie Magnan, dont j'ai parlé, est née à Marseille aussi. Alors, pas dans les mêmes quartiers. Et qu'elle en est partie, elle, très tôt, et elle, clairement, pour sauver sa peau, comme elle le disait. Et qu'elle est partie loin aux États-Unis. Et on est revenu vivre à Marseille, après avoir chacune vécu, donc j'ai dit, moi, à Marrakech, en Guyane. On y est revenu parce qu'elle était malade et que c'est là qu'on s'en est rendu compte et que c'est là qu'elle a été prise en charge. Donc actuellement, je vis plutôt à Marseille, un peu à Paris, et bientôt, beaucoup j'espère, à la montagne. Voilà. Alors, j'ai avec Marseille une relation complexe. Alors j'ai dit, je ne voulais pas en partir, alors je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, un jour, je suis partie avec mes parents en voyage. Et je me suis en voyage en France. Hein. Et tout d'un coup, j'ai découvert où se passaient toutes les histoires, tous les contes de fées qu'on me racontait quand j'étais petite.
Et j'ai compris que j'avais été élevée avec des histoires qui ne me concernaient pas. Les fées, elles étaient très mignonnes, mais moi les fées, chez nous à Marseille, ça n'existe pas. Et donc, et puis après, quand j'ai lu des romans, les romans, ils se passaient Place Saint-Sulpice, Boulevard Saint-Germain, ben, les bons romans, hein, mais jamais à Marseille. Alors s'ils se passaient à Marseille, forcément ils se passaient avec l'accent marseillais, ils étaient très spécifiques. Mais les romans qui parlaient du monde et de l'univers, ils se passaient à Paris, dans le cœur de Paris. Alors, bon, longtemps après, maintenant je ne lis plus que des romans étrangers, donc de la littérature étrangère, je ne lis plus la littérature française, comme ça c'est réglé, mais n'empêche que pendant un certain temps, c'était ça, le monde, les représentations. Donc, je ne pouvais pas écrire des romans. D'ailleurs, je continue à ne pas écrire de romans parce que les romans, ils ne peuvent pas avoir... Sauf s'ils sont très spécifiques. Alors, il y a des polars de Iso, Jean-Claude Iso, qui se passe à Marseille. Pagnol, on n'en parle pas, puisque quand même, il nous a fortement impactés. Et petite fille, j'ai appris à l'école à ne pas parler avec l'accent marseillais. J'ai attendu très longtemps pour voir un acteur sur scène. À l'école du TNS, il y avait un comédien qui avait l'accent du Sud. Premier, je voyais. Voilà. Mais quand on a un accent, on incarne des rôles spécifiques. De même, quand on n'est pas blanc, un père de famille, dans une pièce de théâtre, c'est un homme blanc, l'acteur. Je ne vois pas pourquoi un père de famille ne pourrait pas être un homme noir, et je ne vois pas pourquoi un père de famille ne pourrait pas être incarné par une femme blanche. Pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas être sur les plateaux, il n'y avait aucun problème pour que les hommes jouent tous les rôles, y compris des rôles de femmes. Donc ça, c'est aussi un des sujets que j'ai traités dans mes rapports. Et on me disait, mais non, on ne peut pas programmer, distribuer des noirs sur des rôles, parce que ça fait signe sur un plateau. Alors le noir fait signe, le blanc, non. Il faut savoir. Voilà, donc d'où je parle, je crois que c'est important cette histoire-là de territoire d'origine qui m'a empêché plein de choses. Et je parle aussi, vous l'avez compris, ma mère n'est jamais allée à l'école, donc ses sœurs non plus. Mon père y est allé un peu, pas très longtemps, parce qu'il était pupille de la nation, donc on ne pouvait pas... Voilà. Donc moi j'y suis allée beaucoup. Mais dans ma famille, on ne savait pas ce que c'était les études supérieures. Donc je suis allée à la fac parce que, après le bac, c'était un peu normal d'aller à la fac parce que j'étais bonne élève, mais personne ne m'a jamais parlé des grandes écoles. Personne ne m'a jamais parlé de l'ENA. Moi, compte tenu de la carrière que j'ai faite, dans quoi je me suis investie, j'aurais dû être énarque. Je ne savais même pas que ça existait. Donc j'ai passé une agrégation parce qu'un jour quelqu'un m'a dit, comme dans ma période où je ne voulais pas travailler, quelqu'un m'a dit, à l'époque c'était le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on n'enseignait que 15 heures par semaine, on était payé mieux que si on était prof avec un autre titre. Donc voilà, j'ai passé l'agrégation et après ça m'a permis d'en sortir, je ne voulais pas enseigner. Je ne suis pas enseignante, enfin je ne suis pas bonne pour ça. Et voilà, donc j'ai eu des chemins comme ça, tortueux, en raison de mes origines, dont la réalité m'avait été cachée, puisque j'avais été produite pour faire tout ce que je ne pouvais pas faire en tant que fille. Donc les autres freins, je les ai pendant longtemps pas vus. Et j'y ai repensé quand, parmi les gens avec qui j'ai eu des entretiens sur cette histoire de rapport sur les hommes et les femmes, là, y en a une qui m'a dit, mais tu sais, moi, dans mon travail de metteuse en scène et de directrice, pour le coup, c'est pas le fait d'être une femme qui m'a empêchée, c'est le fait d'être issue d'un milieu ouvrier. Ils ne me le pardonnent pas. Voilà. Et donc j'en suis arrivée dans l'écriture de ces rapports à dire que le monde de l'art, que ce soit les arts plastiques d'ailleurs, l'art
les arts de la scène ou le cinéma est un petit monde, comme le disait Claire Lannes, qui dirige aujourd'hui le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. C'est une des premières citations de mes rapports. Un petit monde qui est blanc, hétérosexuel, essentiellement masculin, et où la couleur, le handicap, tout ça n'existe pas et n'est pas représenté. Et ce petit monde, c'est aussi, je crois, enfin moi j'en suis arrivée à l'idée que la Révolution française a changé. Ce ne sont plus les mêmes, mais le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde aristocratique où la passation se fait de père en fils. Rarement de père en fille, de mère en fille, mais voilà, parce que quand on a un pouvoir, le pouvoir se transmet. Un directeur de théâtre va faire grandir un jeune metteur en scène dans lequel il se reconnaît et qui prendra sa suite. Et il ne va pas se reconnaître dans une jeune metteuse en scène. Donc oui, et donc vous demandiez aussi comment je m'engage auprès de mon territoire. Alors si mon territoire aujourd'hui c'est Marseille, je dois dire que c'est une ville dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, à une époque bénie, ce que j'appelle... Alors j'ai beaucoup eu la chance d'être dans des fenêtres de l'histoire. Donc voilà, je travaillais à Marseille pendant 3 ans, à un moment où on a pu transformer cette ville. Et elle vit toujours, pour ce qu'elle vit, dans cette transformation qu'on a pu faire. Aujourd'hui, ma passion pour cette ville, que j'ai toujours considérée comme une ville rebelle, c'est un peu estompé parce que ça y est, la ville est vendue au tourisme. Donc je pleure chaque fois que je vois le petit train qui monte à Notre-Dame de la Garde. Chaque fois que je vois les bateaux de tourisme, là, les grands paquebots, qui nous déversent... alors là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en termes de pollution, l'équivalent de milliers de voitures par jour. Je suis fatiguée. Donc je ne m'investis pas beaucoup. Alors un petit peu quand même, je fais circuler, je réponds à l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme pour essayer de faire en sorte qu'on ne chasse pas toute la population marseillaise de son centre pour l'envoyer en banlieue, mais qu'il reste, que le peuple marseillais reste encore en centre-ville, qu'on essaye de protéger l'espace vert. Mais bon, je ne fais pas énormément... j'ai des amis qui sont beaucoup plus engagés dans ce dont vous aurez entendu parler, le mouvement du 5 novembre, où on a quand même tué 8 personnes. D'ailleurs, dans l'immeuble où j'ai grandi, quand j'étais petite fille, c'est pas beau ça, par l'effondrement d'un certain nombre de maisons. Donc je ne m'investis pas énormément sur ce territoire. Alors j'ai envie de répondre d'abord à la question du milieu, les raisons de mes engagements, si elles sont individuelles. Je crois qu'elles sont individuelles, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Voilà, le monde tel qu'il est ne me va pas. Je crois depuis toute petite fille. Alors c'est un peu paradoxal, j'ai dit je suis l'incarnation d'un privilège et en même temps je crois que j'ai eu très tôt la conscience que ce monde n'allait pas. Et il continue à pas aller, même si j'ai cru... Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai cru longtemps, effectivement, qu'on allait faire la révolution, que tout allait changer en 68, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il n'en est rien. Donc, les larmes de l'enfance, quand j'étais petite, dans Marseille, il y avait... Une chose qui me faisait pleurer, c'est qu'il y avait des places sur lesquelles, le dimanche, il y avait des hommes seuls, debout, qui attendaient, qui faisaient rien, et qui étaient vraisemblablement des travailleurs immigrés qui avaient traversé la Méditerranée, d'Algérie, qu'on avait fait venir. Et ils étaient seuls. Et cette vision me bouleversait. Et dans la rue et partout... j'étais bouleversée par des situations que je trouvais injustes. Alors après, quand j'ai grandi et que je suis allée vivre au Maroc, je me suis rendu compte, et puis on le sait maintenant, peut-être ces hommes, s'ils étaient seuls, c'est qu'ils préféraient que leur femme reste à la maison. Mais bon, quand j'étais petite, c'est pas ça que je voyais. Donc je crois que moi, mes engagements, ils
ils sont parce que je veux pas être malheureuse, donc ils sont très individuels, ils sont pas très... j'ai pas envie d'être malheureuse, j'ai pas envie que le monde me fasse pleurer, donc j'ai envie qu'il change. Voilà. Donc un des sujets sur lesquels j'interviens un tout petit peu, et en fait essentiellement financièrement et en faisant passer des infos, c'est la question des réfugiés. Donc je n'y consacre pas de temps. Je donne un peu d'argent à la CIMAD, à SOS Méditerranée. Voilà. Et c'est une question d'ailleurs sur laquelle c'est beaucoup parce que Nathalie a beaucoup appelé l'attention quelques jours avant sa mort. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de fleurs à son enterrement, mais qu'elle voulait qu'on donne de l'argent pour sauver les gens qui risquaient de se noyer en mer. Voilà. Donc c'est aussi un des sujets qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui. Je n'y interviens pas beaucoup. Donc à qui je m'adresse? Alors je crois que je m'adresse là aussi aux gens qui peuvent m'entendre. Récemment à Marseille, dans un taxi, j'ai dit au chauffeur de taxi, je crois qu'on va arrêter là parce que je ne peux pas parler. Voilà, je crois qu'il y a des... Moi, je suis très incapable de parler avec des gens dont le raisonnement est absurde. Voilà, donc les propos racistes. Enfin, ce jour-là, c'était quelqu'un qui me parlait, le chauffeur de taxi qui me parlait des gens des chauffeurs Uber. Et donc, évidemment, au lieu de dénoncer le système de l'ubérisation, avec quoi je suis évidemment d'accord, moi je ne prends jamais les taxis Uber, parce que ces gens se font exploiter. Mais évidemment, ce chauffeur de taxi était en colère contre les chauffeurs Uber. Et il y a un moment où voilà, je ne sais pas faire. Donc je m'adresse plutôt à des gens qui peuvent m'entendre. C'est vraiment une limite. Voilà. Et alors, quels sont mes combats? Ben, c'est un peu tout ça, et puis c'est... On va en parler après. Je crois que j'en ai suffisamment parlé. Des sujets qui m'agitent. Ou qui m'animent, plutôt. Comme je perds un peu le fil, comme vous voyez, de temps en temps je dérive, donc je vais parler de deux choses en fait. Je vais parler du travail que je fais maintenant autour de ce que nous a légué Nathalie Magnan. Et puis je vais parler aussi de ce que je continue à faire sur cette question de l'égalité ou des rapports entre les hommes et les femmes et les autres. Et d'ailleurs, il y a deux choses que j'ai oublié de dire avant, donc j'y reviens. Un, j'ai compté les hommes et les femmes, j'ai dit. Vous imaginez bien que ça m'a posé un problème, parce que moi qui ne me reconnais ni de l'un ni de l'autre, et qui sait très bien qu'il y a des gens qui le manifestent aussi dans leur corps et dans leur identité, compter les hommes et les femmes, c'est un problème. Voilà. Bon, ça, je voulais quand même le préciser. Et d'autre part, il y a une question que j'ai laissée tomber, c'est qu'on m'avait dit de travailler sur la question pourquoi nos plateaux, et j'ai rajouté nos salles, sont si blancs. Et là, eh ben, j'ai pas su faire. Alors d'abord, il se trouve que mon premier rapport a eu un tel succès que le ministère m'a demandé de continuer à travailler sur cette question des hommes et des femmes. Et qu'on m'a fait savoir que l'autre question, il valait mieux pas que je m'en occupe, parce que ça n'avait rien à voir et que... Voilà. Et que d'autre part, moi, personnellement, j'avais du mal à traiter cette question. Sans doute parce que elle me concerne, mais pas du bon côté, je dirais. Je me suis dit, on ne peut pas compter, mais on ne pouvait pas compter pour deux raisons pour moi. Un, parce qu'en France, on ne peut pas faire de statistiques ethniques, comme on dit. Et deux, eh ben moi, je ne sais pas bien reconnaître, enfin, je ne sais pas bien à partir de quand quelqu'un est noir ou quelqu'un n'est pas blanc. Voilà, je ne sais pas. Donc, j'ai du mal à travailler sur cette question. Et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus concernés que moi, dont c'est l'histoire et dont c'est le combat, et que c'est à eux et à elles d'arracher ce dont ils ont besoin. Voilà. Comme les femmes n'obtiendront
qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre les hommes et les femmes quand collectivement elles décideront de mener le combat. Et donc quand il n'y aura plus de femmes exceptionnelles et que toutes pourront travailler ensemble. Voilà, bon, donc ça c'était un peu ce que j'avais oublié de dire. Oui, mais alors au quotidien, je continue. Alors d'abord parce que quand même ces rapports, ils datent de 2006 et le deuxième de 2009. Et je suis toujours invitée à en parler à l'université, par des associations, enfin bon. Et puis moi j'en ai marre, j'ai plus envie d'en parler, j'ai surtout plus envie de parler des chiffres. Et donc j'ai trouvé une solution et j'ai été invitée, une des dernières invitations qui m'a été faite, c'était par le HESS et une université en même temps. Et j'ai dit, mais moi je ne veux pas présenter mes rapports, ça va, vous avez qu'à les lire, je ne les présente pas. Donc ça a été très bien parce qu'une des enseignantes qui m'a invitée a fait une présentation de mes rapports. Et ensuite on a eu une discussion sur ces questions. Donc je continue à intervenir. Et alors mon activisme sur ces questions, c'est que maintenant que je ne suis plus payée en tant que fonctionnaire, je demande à être payée. Parce que j'estime que quand on travaille sur ces questions, assez de le faire dans le cadre, alors vous parlez de militantisme, je voudrais reprendre un mot de Nathalie Magnan qui préférait parler d'activisme parce que le militantisme c'est quand même un mot qui a les mêmes origines que militaire, donc disons que mon activisme c'est de dire ces questions-là doivent être reconnues, si on est au sein de l'université, il faut que l'université paye pour que ces questions soient traitées, donc je n'interviens pas gratuitement. Alors je l'ai fait quand même, parce que Mais en tout cas, quand je suis amenée à le faire, je précise que c'est pas normal. Voilà. Donc les artistes à qui on demande de prendre du temps, on devrait les payer. Voilà, je tiens à le dire. Donc ça fait partie de mes micro-engagements au quotidien. Alors, dans ce genre, j'en ai d'autres, et alors c'est toujours un peu difficile et pénible. Mais par exemple, il y a ce que j'appelle ma résistance au quotidien, la question de l'écriture et de la langue. Alors, par exemple, respecter la grammaire française. Le féminin de metteur en scène, c'est metteuse en scène, c'est pas metteureux en scène ou je sais pas quoi. Le féminin de auteur, c'est autrice. Et pourquoi on n'est pas capable d'utiliser les bons mots? On a honte de quoi? Je veux dire, pourquoi on va inventer auteureux, ou je ne sais pas quoi, c'est des mots inventés aujourd'hui. Ça existe dans la langue. Pourquoi on n'ose pas mobiliser cette langue dans toute sa richesse et dire les mots tels qu'ils sont? Donc, voilà, il y a ces deux-là, entre autres, autrice. Parce que autrice a été interdit à un moment. Quand on a accepté que des femmes montent sur des plateaux. Donc on a inventé, enfin on a créé, on a utilisé plutôt le féminin de acteur et on a fait actrice. Mais à ce moment-là, on n'avait pas envie que les femmes écrivent. Donc autrice a été interdit. Et on continue de se l'interdire puisqu'on va inventer auteureux. Voilà. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est contradictoire, donc moi j'utilise ça. J'essaye d'utiliser au mieux l'écriture dite inclusive, mais là je pense qu'il faut l'utiliser avec créativité et imagination, parce que si on le fait de manière systématique, c'est un peu fatigant. Donc il y a plein de moyens de faire. Donc moi j'engage à la créativité dans l'usage de la langue. Je résiste aussi beaucoup dans ce que j'appelle les rapports socio-corporels. Je déteste que des gens que je ne connais pas, et en particulier quand ce sont des hommes, mais quand c'est des femmes pareilles, m'embrassent. C'est quoi cette manie qu'on a inventée en France, que les gens, maintenant, ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et ils se font la bise? Non mais je rêve. Donc je déteste ça. Et c'est très difficile. Donc j'ai des techniques, donc quand je rencontre quelqu'un, je tends la main de très loin, et ben ça m'arrive encore qu'il y ait des mecs qui se débrouillent quand même de m'embrasser. Et c'est insupportable. Pourquoi on accepte ça? Et les mêmes qui, s'il y a un mec à côté de moi, il lui serre la main. Non mais, où on est là? Donc, je crois, j'invite toutes les femmes à refuser de se faire claquer la bise. Voilà. Voilà.
Voilà. Sinon, alors à quoi je travaille en ce moment? Et voilà, donc Nathalie Magnan nous a pas quittés d'ailleurs. Elle est morte. Et donc elle est toujours là en tant que morte, présente. Je renverrai volontiers au livre de Vinciane Després, Au bonheur des morts, récit de ce qui reste, qui nous est quand même très utile. Et donc Nathalie nous a laissé sa vitalité, ses archives matérielles, ses films, ses écrits, sa bibliothèque, sa vidéothèque, ses objets qu'elle collectionnait, et ses réseaux de gens, certains un peu tardivement d'ailleurs, mais d'autres qui étaient engagés avec elle et qui travaillaient avec elle et qui reconnaissaient son travail. Et tout ce monde, beaucoup de gens se sont mobilisés pour qu'elle continue à être avec nous. Et je me trouve un peu à certains moments à la coordination de ces travaux. Donc d'abord, des institutions ont pris l'initiative d'organiser des soirées où on présente de rétrospectives de ces films, que ce soit le Festival international de films de Créteil, que ce soit Anthologie Film Archives à New York, que ce soit Beaux-Arts à Bruxelles. Et puis bon, j'ai pas envie là de refaire l'histoire, mais on a organisé au MUSEM, qui nous a accueillis et qui a coproduit cet événement, un gros événement en mars 2018 sur 3 journées et 3 soirées, qui s'est appelé Transborder, les enseignements de Nathalie Magnan, où on participait. Ça a été organisé par une équipe qui au départ était... l'équipe de conception, c'était 6-7 personnes, puis l'équipe d'organisation, on s'est retrouvé à peu près à 20. Alors tout ce monde a travaillé bénévolement, je tiens à le dire, donc c'est contraire à mes principes, mais c'était une situation très particulière, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont offert leur temps de travail et leur intelligence et leur imagination à cet événement, mais qui en fait ne présentait pas le travail de Nathalie, mais présentait les travaux que d'autres font aujourd'hui sur les mêmes champs qui étaient les siens. Donc on a eu 46 intervenants qui venaient de plusieurs pays d'Europe, des États-Unis, 15 écoles d'art qui ont participé avec une centaine d'étudiants et leurs enseignants. Donc voilà, et je me suis trouvée à coordonner ce travail-là. Et puis maintenant, il s'agit de savoir où on va déposer ces archives et comment on va continuer à les valoriser. Donc il y a un certain nombre de projets. Il y a très bientôt, le 15 juin, une soirée rétrospective de ces films à la Gaîté Lyrique dans le cadre de Computer Girls. Il y a sans doute projection d'un de ces films à la Cinémathèque française le 1er juillet, en même temps que Baise-moi de Virginie Despentes. Et puis il y a d'autres projets dont on parlera peut-être quand ce sera le moment.